Merci. Ça a été le travail? Ouais, super, c'était très rapide. Top. Vous m'entendez bien? Ouais, ja, zeker. Alors, petite question, peux-tu te présenter brièvement? Oui, donc je m'appelle Margot, j'habite à Amsterdam depuis 1 an, je travaille dans le marketing. J'ai fait plus de 7-8 ans, je pense, entre l'industrie du luxe et l'industrie du sport. Et puis, je ne sais pas par où commencer, mais j'ai fait pas mal de choses, en fait, j'ai l'impression que j'ai eu cette vie. Et j'ai fait pas mal de métiers différents, puisque je pense qu'on va en discuter, mais j'ai toujours été très curieuse et très naïve dans ce que je faisais. Et du coup, en fait, je voulais faire tellement de métiers différents. Je voulais être chanteuse, mais je n'avais pas de voix. Je voulais être, je voulais travailler avec des photographes parce que j'aimais beaucoup l'art et le design. Donc en fait, j'ai toujours essayé de... Ah oui, c'est une différence, ouais. J'ai toujours essayé en fait de découvrir des nouveaux métiers parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc j'étais un peu une touche à tout. Et en fait, le côté naïf, c'était que en fait, je demandais, dès que je voulais apprendre un nouveau métier, j'allais voir en fait des personnes, des experts dans l'industrie. Et du coup, je leur demandais en fait tout simplement quel est ton métier, est-ce que je peux venir apprendre avec toi? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai un CV qui est assez intéressant parce que je comprends en fait tout ce dont on parle. Donc voilà, c'est moi. Alors, petite première question, c'est comment te définis-tu en tant que femme, en tant qu'artiste? Je sais pas si je peux me définir comme une artiste, vraiment. Je sais pas si j'aurais la prétention de dire que je suis une artiste. Je sais que je suis une personne qui touche à tout, ça c'est sûr, je suis une multifacette, je suis capable encore une fois de comprendre tout, et en tant que femme, je pense que j'ai pas cette matrice de me dire femme ou homme en fait, parce que je pense que, après c'est aussi parce que c'est mon éducation, et j'ai été élevée par des femmes qui m'ont appris à penser et à agir comme un homme. C'est ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle avoir des boss, mais du coup sinon de manière générale, je pense que je suis très indépendante et très flexible et très multicasquette, entre guillemets. Ok. Et est-ce que ton environnement familial t'a permis t'a facilité en tout cas cette approche à la créativité? En fait, c'est marrant parce que Jem, quand il m'a appelé, il m'a parlé en fait, de cet aspect créatif. Et moi, je suis pas à l'aise à dire que je suis une créative, mais par contre, en fait, pourquoi je suis pas à l'aise? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une tendance quand on définit la créativité, à dire que la créativité, c'est relié à l'image. Et c'est pas du tout le cas, en fait. Je pense que tout le monde ici est créatif. C'est-à-dire que vous êtes tous capables de déconstruire une idée ou de déconstruire un projet. Et c'est-à-dire si vous êtes fan des mathématiques, vous êtes fan de la littérature, ou vous êtes fan, je sais pas, de la musique, vous êtes capable de produire. Et pour moi, c'est ça être créatif. C'est-à-dire que chacun a sa manière d'imaginer en fait les choses, de s'instruire, de s'éduquer et d'après en fait d'implémenter tout simplement. Et pour moi, c'est ça être un vrai créatif. Et je pense qu'il faut faire attention à trop définir le métier de créatif comme je veux être directrice artistique ou je veux travailler dans l'image, parce que c'est pas ça être créatif. C'est vraiment juste déconstruire les lignes pour ensuite après faire ce qu'on a envie de faire. Et donc ça, oui, là je suis capable de dire que je suis une créative dans cette partie de la créativité en fait. Donc en résumé, être une personne créative, c'est se déconstruire et aller là où il faut aller. Exactement, c'est en fait, pour moi ce qui est important, c'est que je pense que la méthode en fait de déconstruire, elle est toujours la même quand on écrit une musique par exemple, ou quand on lit un livre, ou qu'on essaye de résoudre une équation. C'est juste savoir lire entre les lignes et comprendre en fait toutes les informations, permettre d'être à l'aise avec le sujet, et ensuite s'il y a un obstacle devant toi ou il y a quelque chose qui n'est pas normal, de le déconstruire pour ensuite le résoudre après. Et c'est ça pour moi vraiment, en fait je pense qu'il y a une créativité qui est illimitée pardon. Et voilà, pour moi c'est ça être vraiment créatif. En regardant ton parcours, j'ai pu voir que tu as pu travailler pour des marques de luxe. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de travailler pour des marques de luxe et puis te retrouver chez Nike? C'est ghetto de ouf. Non, en fait, juste pour vous expliquer, je pense que déjà je suis arrivée un peu bêtement dans l'industrie du luxe, c'est-à-dire que quand j'étais à l'école, je voulais pas faire de marketing parce que pour moi c'était très abstrait. Moi j'aime bien tout ce qui est en fait l'opérationnel finalement, c'est le toucher, le produire, faire vraiment des choses concrètes. Et pour moi le marketing c'était quelque chose à l'école qu'on m'apprenait et qui était vraiment réfléchir à des concepts, réfléchir à des idées, et après on a des gens autour de nous qui peuvent implémenter en fait ces idées pour nous. Donc
à l'école, j'étais une anti-luxe, j'étais une anti-marketing, mais j'ai fini dans le luxe parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le luxe, on a beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment c'est très vrai. Et du coup, quand on travaille dans le marketing, parce que moi je suis arrivée dans le luxe, dans le merchandising, en fait il y a énormément de budget. Et c'est aussi les meilleurs pour raconter des histoires. Parce qu'en fait, le luxe est basé sur le savoir-faire et sur un parti pris, mais aussi une histoire. Et donc ils sont très forts pour raconter des histoires. Et c'est là où je me suis dit, bah, finalement c'est ce qui m'intéresse, c'est déjà la money, parce qu'on peut faire vraiment des très belles choses dans le luxe. Et du coup l'histoire, apprendre à raconter une histoire. Et donc en fait finalement j'ai tenu, je pense 7 ans dans le luxe, et après je suis passée à autre chose. Parce qu'encore une fois j'étais un peu, je me sentais pas à l'aise en fait avec les gens à l'intérieur, et même si moi j'ai toujours été moi-même avec toutes ces personnes qui m'ont entourée, et même si ça a été une expérience formidable à la fin, j'ai beaucoup appris de moi-même, je me sentais pas à l'aise de rester dans cette industrie-là, qui est pour moi une industrie un peu toxique, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, on travaille beaucoup dans le luxe. Et j'avais pas de personne, de modèle en tant que femme, qui me disait, bah tiens, je peux faire toute ma vie là-bas. C'est-à-dire que toutes les femmes que je voyais, c'était des femmes célibataires, ou des femmes divorcées, ou des femmes qui avaient des enfants mais qui n'étaient pas capables d'en prendre soin. Et du coup, c'est ce qui fait que au bout d'un moment, je me suis dit, bah c'est pas forcément mon univers, mais du coup, je vais trouver autre chose qui me ressemble un peu plus. Et du coup, chez Nike, ça se passe comment? C'est un peu mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bah, en fait, pourquoi c'est beaucoup mieux? Parce que déjà, on parle de chaussures à longueur de journée. Et moi, je suis plus sur tout ce qui est l'industrie du sport et du coup, tout ce qui est un peu mode, tout ce qui est basket surtout. Aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que Nike, en fait, je peux pas trop en parler parce que malheureusement, quand on bosse chez Nike, on peut pas forcément trop parler de notre vie chez Nike. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un empire. Forcément, tout le monde parle du Nike ici, je pense. Mais à la fois, c'est une start-up. C'est-à-dire que le just do it, c'est le just do it. Donc, si tu es capable de produire, d'avoir une idée et d'être passionné et d'avoir la curiosité de développer cette idée, et ben on te laisse le faire. C'est-à-dire qu'il y a une confiance absolue en ta personne. Et aussi, ce qui est très cool par rapport à l'industrie du luxe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes très gentilles. Donc ça change la donne quand on travaille au quotidien. Top. Et du coup, comme chez Nike, tu es libre. Est-ce que tes origines ont une influence sur ta créativité? Est-ce que mes origines ont une influence sur ma créativité? Je pense que mes origines, c'est ma culture et mon héritage, c'est-à-dire ce que ma mère, ma tante, mes sœurs, ma famille m'a inculqué. Je pense que oui, parce que forcément, en fait, moi j'ai plus vécu avec ma mère, c'est-à-dire du coup ma famille noire que ma famille du côté de mon père. Donc je vais tous les 2 ans par exemple voir ma famille au Cap-Vert. Donc j'ai toujours été... en fait, on a tous ces codes familiaux et tous ces codes culturels, moi je les ai depuis que je suis toute petite en fait, parce que j'ai été élevée par des femmes noires finalement. Donc après, je pense que toutes mes valeurs, c'est-à-dire humaines, qu'elles soient au travail ou qu'elles soient de manière personnelle, elles sont les mêmes. C'est-à-dire que ma mère et ma tante, qui sont les 2 femmes qui m'ont élevée, m'ont inculqué ce que c'était d'être très généreux. C'est-à-dire avec les gens qu'on aime et les gens avec qui on travaille. Être toujours très gentil, et très respectueux dans tout ce qu'on fait, et passionné, ça c'est sûr, parce que c'est des femmes qui sont passionnées et qui ont toujours travaillé très dur, et après être très loyale. Et ça c'est un truc, je pense, qui a fait la différence, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai réussi à un très jeune âge à travailler avec les plus grands groupes finalement du monde. C'est qu'en fait c'est très dur au travail de trouver des gens qui sont talentueux, mais qui sont humainement aussi intéressants. Parce que moi je trouve que le monde du travail c'est un monde très féroce. C'est-à-dire que quand on est à l'école ou quand on est dans un environnement externe au travail, on a la possibilité de choisir avec qui on traîne, avec qui on peut discuter, avec qui on peut s'amuser. Au travail, c'est un environnement qui nous est imposé. Donc il faut être assez intelligent pour se dire je vais pouvoir boire ces énergies, même si je ne suis pas forcément d'accord avec toutes ces opinions ou toutes ces personnes, mais à la fois je vais rester moi-même et je vais rester loyale. Et ça c'est un truc, c'est pour ça qu'en fait très vite j'ai arrêté de postuler finalement. C'est des gens qui venaient vers moi et qui me proposaient des opportunités qui étaient des grosses opportunités. C'est-à-dire que quand je suis arrivée chez Estée Lauder, j'ai fait 6 mois de stage
Après 6 mois, on m'a demandé de rejoindre en fait de manière temporaire, avec un contrat temporaire, les équipes. Ensuite, je suis retournée à l'école et après, en fait, quand j'ai terminé mon école, on m'a proposé de rester. Et en fait, à ce moment-là, quand on m'a proposé de rester, j'ai une personne avec qui je travaille qui était la directrice de production chez Estée Lauder qui m'a dit en fait, j'ai une nouvelle opportunité, j'ouvre un département, est-ce que tu veux venir avec moi? Je t'offre un poste qui a un contrat permanent. Et en fait, c'était pour Gucci. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai travaillé en production. Aussi parce que j'étais une personne qui apprenait très vite, c'est-à-dire qu'en un an, je pouvais me faire une idée très rapide du métier. Et ensuite, après ces 2 ans de production, j'ai la vice-présidente de Gucci, qui était mon mentor aussi, qui m'a dit j'ai un poste pour toi qui est dans le marketing. Et en fait, tous ces jumps, je les faisais naturellement parce que je montrais toujours en fait les mêmes choses, c'est-à-dire que j'étais très curieuse, très passionnée. Je mettais tout mon amour en fait, et ça je le dis parce que c'est beaucoup d'amour en fait à chaque fois que je travaille avec des personnes, et du coup les gens en fait venaient naturellement vers moi et je faisais partie en fait de leurs soldats finalement, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à travailler pour des très grandes entités et à aussi rester beaucoup moi-même dans tous ces échanges et ces expériences. Si tu devais poser disons 5 mots en tant que manager marketing, ce serait lesquels? En tant que quoi, pardon? Manager marketing. Pour décrire le job? Oui. Je sais pas. Je pense flexibilité, parce que tu travailles avec beaucoup de personnes de milieux différents, et quand je dis milieu, c'est des départements différents. C'est-à-dire que chacun a sa manière de penser quand tu travailles dans tout ce qui est PR, dans tout ce qui est par exemple marketing, ce qui est commercial, etc. Donc c'est des gens qui ont une manière différente de travailler. C'est-à-dire, par exemple, un créatif ne va pas réfléchir de la même manière que quelqu'un qui travaille en finance. Donc, c'est aussi l'adaptation, du coup. Beaucoup de gentillesse, parce qu'il y a beaucoup de stress au quotidien. Et je pense que si tu prends ces énergies avec du stress, du coup, tu deviens assez violent dans ta manière de faire. Et je pense que c'est pas la bonne manière de faire. La créativité, parce que quand on travaille pour des grands groupes comme ça, en fait, en une journée, je pense, si vous êtes froissé de partout. Du coup, je pense qu'il faut toujours réussir à voir, encore une fois, tous ces obstacles. Et après, beaucoup de bienveillance avec les gens. Parce que, encore une fois, je pense que dans le milieu de l'entreprise, tout le monde vient de milieux différents. On ne connaît pas les histoires des gens parce que les gens se protègent au travail. Et du coup, je pense qu'il faut beaucoup de bienveillance pour accueillir tous ces gens et travailler avec eux et développer des projets. Donc, ouais, je dirais voilà. Du coup, je pense qu'on va passer aux questions du public. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Margot. Quelqu'un qui a une question? Faites pas les timides. Vous n'êtes pas obligé. Alors, bonjour Margot. Salut. Alors, ma question est principalement liée au thème de l'identité. Donc, tu disais que tu venais du Cap-Vert, c'est ça? Ouais. Et de Paris. Dans ta créativité, est-ce que comment dire, je sais pas comment dire en français, upbringing, tu vois, a influencé tout ce que tu fais, tu vois. Donc le fait de venir d'être à moitié capverdienne et à moitié française, est-ce que ça a eu un impact dans ton style de créativité, dans ton identité? Ouais, je veux juste savoir ça par rapport à ça. Je pense que oui, parce que encore une fois, moi ma première inspiration c'est ma famille. Et ma famille c'est une famille qui vient du Cap-Vert. Donc je pense qu'automatiquement ça se connecte sur tout ce qui se passe dans mon cerveau, toutes les valeurs en fait que je transmets aux gens avec qui je bosse au quotidien et avec qui je collabore. Et oui, je pense que en fait je me suis jamais vraiment posé la question, pour être honnête, c'est-à-dire que ça fait partie de mon sang et de mes veines. Donc je pense que oui, ça passe par tous les fils conducteurs en fait qui me touchent et qui touchent les gens avec qui je collabore. Au début de l'interview, tu disais que tu faisais plein de choses. Je voulais poser la question de comment tu as fait pour abandonner les choses et choisir vraiment ce que tu voulais faire.
Ça a été très bordélique. En fait, ça a été dit. Aujourd'hui, je sais toujours pas ce que je veux faire. Ça, c'est pour être honnête avec vous. Encore une fois, tout ce que j'ai fait, ça a été par curiosité. Et je pense que j'ai aussi une bonne étoile parce que du coup, aujourd'hui, je suis contente en fait de tout le parcours que j'ai vécu. Mais en fait, ce qui a été là aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'ai été assez maligne parce que quand j'ai commencé, en fait, vu que je ne savais pas quoi faire, je savais que j'aimais par exemple l'art, la culture, j'aimais beaucoup par exemple la musique autour du hip-hop. Je passais très rapidement en fait, à partir de 8 ans, je passais mes soirées, mes nuits à attendre des clips que j'adorais des artistes préférés. Et ce qui était très fort aussi, c'est que j'étais quelqu'un de très solitaire quand j'étais petite. Donc je m'enfermais tout le temps dans ma chambre et je faisais énormément d'interviews. Et en fait, ça me permettait de comprendre comment les gens étaient passés d'un point A à un point Z, et c'est ce qui me permettait d'avoir des lignes directrices dans ce que je faisais. Donc j'ai voulu, en fait, pendant mes études, à chaque fois que j'avais un temps libre, ce temps libre, j'utilisais pour faire des stages. Et j'en avais rien à faire d'être payé 100 € ou d'être payé 300 ou 400 €. Je voulais juste apprendre. Et c'est ce qui fait que j'étais très curieuse, et donc ça m'a permis de rencontrer plein de monde, parce qu'en fait, là aussi, l'opportunité qu'on a quand on fait des stages, c'est qu'en fait, ça coûte rien à une entreprise ou à une personne. Du coup, les gens, ils sont beaucoup moins durs avec toi sur le recrutement. Et du coup, j'ai pu très vite en faire. Quand j'ai terminé l'école, j'avais déjà, je pense, 5 ans d'expérience, parce que j'avais fait tellement de stages dans la photographie, dans des agences publicitaires, dans des grands groupes, avec des personnes indépendantes. J'avais aussi beaucoup voyagé, puisque j'avais fait des stages à New York, dans des magazines. Enfin, ça m'a permis, en fait, tout ça, ça m'a permis de me construire. Et c'est ce qui m'a permis de dire à la fin que le travail, c'était finalement pas un environnement stressant. C'était plutôt, je le voyais comme un terrain de jeu qui me permettait de m'exprimer au quotidien et de tester surtout. Et de me rendre compte qu'en fait, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de ne pas aimer, parce que c'est ça qui vous permet aussi. Il y a des expériences qui sont catastrophiques, mais qui vous permet aussi d'apprendre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez aimé de chez vous, ce que vous n'avez pas aimé de chez vous, et là où vous êtes trompé. Et moi, à chaque fois, je faisais en fait ce step back, où je regardais, et ça me permettait en fait de grandir au quotidien. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est pour ça que je dis pas que je suis à l'aise à 100% dans tout ce que je fais, j'apprends encore, mais je suis très à l'aise avec les gens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, très naturellement, en fait, je peux parler encore une fois de tout. Donc, ma conclusion à ta réponse, c'est je pense que quand tu travailles avec des gens, il faut être très naïf, il faut être encore une fois très bienveillant, parce que les gens, quand ils sentent que tu es bienveillant, ils vont te donner plus de choses, et ta curiosité va faire que tu vas grandir. Et moi, j'ai une évolution, c'est-à-dire horizontale plutôt que verticale. C'est-à-dire que mon but premier, c'est pas d'être vice-présidente de Nike. Mon but, c'est de me dire que chez Nike ou chez Gucci ou pour les communautés avec qui je travaille, je vais pouvoir découvrir plein de métiers différents, plein de sujets différents, tester plein de choses différentes et à la fin être capable de comprendre toutes les conversations qui se passent autour de moi. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Bonsoir Margot, Rachel, bonsoir tout le monde. Alors j'ai plusieurs questions, je vais essayer de faire court. Tu as souvent évoqué la curiosité dans la construction justement de ton identité. Est-ce que ça a toujours fait partie de toi ou bien tu as appris à être curieuse? Et ma deuxième question, c'est pour rebondir à ce que tu viens de dire. Tu as utilisé le mot bordélique. Est-ce que l'excès de curiosité amène pas parfois à se perdre dans la créativité ou dans son identité? Alors, je vais essayer de me souvenir des deux questions. Sur ma curiosité, je pense que ça fait partie de la vie que j'avais à la maison. C'est-à-dire que ma mère, elle travaillait beaucoup, c'est-à-dire qu'elle commençait à 7h du matin et elle finissait à minuit. Ce qui faisait qu'en fait, j'avais pas chez moi, j'avais pas... malheureusement, on ne discutait pas trop. Et ce qui faisait que du coup, je me suis enfermée et j'ai appris à être curieuse par moi-même. Et à être très indépendante à l'âge de 8 ans. En fait, j'avais des moves qui n'étaient pas normales à un âge aussi jeune. Et donc, du coup, c'est ce qui a développé naturellement ma curiosité. Et aussi, je pense que après, c'est ancré à moi-même, mais j'ai une énergie assez abondante. Donc, je veux toujours tout savoir, en fait. Dès que tu me parles, que tu me racontes ta vie, et ça, c'est un autre truc que j'ai lancé, Prince des Villes, c'est je suis vraiment très intéressée par les histoires des gens et je suis très intuitive aussi. C'est-à-dire que très vite, je peux comprendre qui tu es et ce qui est ta force et qu'est-ce qu'il faut prendre de toi pour amplifier ton message.
Et donc cette curiosité-là, c'est ce qui m'a permis, encore une fois, de courir tout le temps, en fait, et d'apprendre au quotidien. Et après, oui, cette curiosité, du coup, elle peut t'amener des fois à ce côté un peu désordonné, parce que du coup, tu veux tout apprendre, sauf que tu peux pas tout faire en même temps. Tu vois, même là, j'ai des moments où je me perds encore, parce que même si tu as réussi à acquérir des steps et avoir des beaux noms sur ton CV, il y a aussi ce moment où cette maturité qui te dit « Attends, là, je peux pas tout faire, il faut que j'apprenne à dire non. Il faut que j'apprenne à, plutôt que de travailler sur 10 projets, à peut-être focus sur 2 projets. » Et travailler sur cette curiosité-là, mais sur le même sujet. Ça, c'est important aussi, c'est que tu peux pas tout faire, tu peux pas tout apprendre, et au bout d'un moment, il faut que tu priorises en fait ce que tu veux faire, parce que sinon, en fait, comme tu dis, tu peux très vite être désordonné dans ce que tu entreprends, et peut-être aussi, le problème de tout apprendre, c'est qu'à la fin, tu peux aussi ne rien apprendre. C'est-à-dire que ton cerveau, malheureusement, en fait, il peut pas tout boire, en fait, tout avaler, donc au bout d'un moment, tu es obligé de faire des choix. Sinon, tu ne dors pas. La question que je voulais poser... oui, voilà. Donc, j'entends, Margot, que tu as fait énormément de choses dans ta vie. Je voulais savoir, je voulais connaître... non, c'est pas ça, c'est pas cette formule-là que je vais utiliser. Mais voilà, en somme, c'est ton rapport au temps. Où tu trouves le temps, comment tu trouves le temps, comment tu gères ton temps. Parce que tu fais, en somme, si j'ai bien compris, tout ce que tu as pu faire devenait une passion. C'était pas une passion de base, mais ça devenait une passion. Et le souci avec les passions, c'est que des fois, tu n'endors pas la nuit. Donc, comment tu gérais ton temps? Comment tu t'en sortais pour... on s'écoute. C'est une très bonne question, parce que c'est une question que je me pose actuellement. Je pense que quand tu es passionné par les choses, tu comptes pas. Ça fait partie de ton cœur. Et ça, tu peux être passionné par ta famille, tu peux être passionné par le travail, comme tu peux être passionné par, je sais pas, X choses. Donc tu comptes pas en fait les heures que tu mets, et je pense que ça c'est un truc qui a au bout d'un moment où j'ai compris qu'en fait quand tu es trop passionné par quelque chose, ça peut aussi très vite t'atteindre, parce que du coup tu es plus sensible en fait quand quelque chose ne fonctionne pas. Et donc par exemple chez Gucci, c'est un truc que j'ai pris beaucoup de temps à dire et à mettre des mots, mais j'ai quitté Gucci parce que je passais énormément de temps en fait pour cette marque, et j'étais vraiment passionnée, et je pouvais passer mes journées à juste travailler, à découvrir des sujets, à écrire des choses, à proposer, à pitcher, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus de vie pour moi-même. Et donc, je vais pas dire j'ai fait une dépression, mais ça m'a beaucoup atteint en fait, parce que c'était trop dur en fait, finalement, à ingurgiter. Et donc, je ne compte pas mes heures quand je travaille sur des projets. Je fais 1 milliard de projets à la fois, parce que il y a les projets corporate qui sont, quand tu travailles pour des entités comme Gucci, Nike, etc., c'est des choses qui sont cool, mais à la fin, c'est pas des choses qui te rendent très fière, parce que c'est des entités qui sont externes à mes valeurs, pas à mes valeurs, mais qui sont des projets pour des autres personnes en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, je vends des chaussures, ou je vends des rouges à lèvres, ou j'ai vendu X choses. Par contre, ce qui nourrit mon cœur et ce qui fait que je tiens et que j'arrive à travailler autant et à peu dormir, parce que je dors très peu, c'est tous les projets sur lesquels je travaille, c'est-à-dire ma plateforme à moi qui est Prince des Villes, qui permet encore une fois de me nourrir à l'intérieur, et les projets que je fais avec les communautés dans Paris ou dans d'autres villes. Et c'est ce qui fait qu'en fait j'arrive à trouver cette balance humaine entre ok, là je travaille pour des entités, des grosses entités, c'est important et ça me permet de me nourrir. C'est ce qui fait que voilà, je mange à la fin de la journée. Et après il y a les projets qui sont plus des projets de cœur et qui me permettent de vraiment nourrir mon âme. Donc il y a cette balance-là qui fait que je pense que ça, c'est aussi un truc que je dis tout le temps aux gens autour de moi, c'est que ne vous laissez jamais avaler par ces entités. Et je pense que c'est toujours important d'avoir des projets qui sont propres à vous, parce que c'est ce qui va vraiment nourrir votre âme. Et aussi, surtout, je pense que c'est intéressant d'avoir des projets quand on a 0 budget, par exemple, parce que chez NAC, j'ai beaucoup de budget pour faire des choses, mais quand je travaille sur mes propres budgets à moi avec des communautés, il y a 0 € sur la table. Donc ça t'amène à développer une créativité qui est aussi intéressante en fait. Et je pense que quand tu es passionné et que c'est tes projets à toi, tu parles avec ton cœur, et c'est ce qui fait que tu arrives encore une fois c'est ton budget finalement en fait. C'est ça ta ligne. Hey, hello Margot, ça va? Salut. Je connais ton histoire avant, enfin je t'ai rencontré avant. Criticos, en fait, j'ai fait un interview de lui il y a quelques temps.
Donc, ouais, tu m'as interviewé pour Prince des Villes. Oui. Et je voulais savoir exactement quand est-ce que tu as décidé de ne pas quitter les entités, mais de suivre ton chemin et faire Prince des Villes et devenir un peu une Candide, le Candide de Voltaire. Ouais. Et puis élever les voix des gens que tu croises à travers les villes. Ça, c'est une très bonne question. En fait, quand on travaille dans des grosses entités, dans l'industrie de la mode, ou peu importe les plus grosses entités que vous connaissez, les grosses entreprises, en fait, il y avait un truc que moi j'avais souvent observé, c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très talentueux à l'intérieur de ces entités-là, mais qui se perdaient souvent. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de gens autour de moi qui me disaient j'ai 20 ans de carrière dans le marketing, mais j'ai peur de faire un saut et de passer par exemple à la finance ou au business. Ou de juste changer de métier en fait finalement. Parce qu'ils avaient soit des contraintes familiales, c'est-à-dire j'ai 4 enfants à nourrir, je ne peux pas juste changer comme ça et perdre peut-être mon statut, ou j'ai un prêt à payer et du coup j'ai cet aspect financier qui est très stressant pour moi et je ne peux pas du coup faire ce saut. Et aussi, moi j'avais une facilité à changer de métier, puisque j'étais encore une fois très naïve et je pensais que tout était possible. Mais autour de moi, ce n'était pas le cas. Et en fait, quand je partageais en fait, ces promotions, ces nouvelles opportunités, on me disait mais tu risques de faire une erreur en fait. Parce que là, tu es bien, mais peut-être que tu ne seras pas bien. Et en fait, très vite, à un moment donné, j'avais beaucoup d'anxiété parce qu'en fait, j'avais toutes ces énergies autour de moi qui n'étaient pas forcément des énergies positives et qui étaient en fait des gens qui avaient juste peur de tester des nouvelles choses. Et donc, j'avais par contre, ça c'était le milieu du travail, mais autour de moi, j'avais des amis qui étaient formidables et très inspirants. Et j'avais beaucoup d'amis qui étaient des entrepreneurs, qui avaient travaillé dans des très grosses entités, mais qui avaient finalement décidé de lancer des projets intéressants. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est eux qu'il faut montrer. C'est ces gens-là qu'il faut montrer, parce que c'est des gens qui ont eu des parcours corporate, mais qui ont réussi parce qu'ils étaient passionnés et qu'ils étaient fous. Parce que je pense que pour lancer un projet, il faut être fou. Et il faut être très égoïste. Et du coup, c'était ces gens-là que je voulais mettre en avant pour un peu remettre le niveau sur... si tu veux vraiment faire quelque chose, et si ça te tient à cœur, il faut que tu le fasses. Même si tu n'as pas 10 000 personnes autour de toi au départ, il faut que tu le fasses. Parce que c'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à toujours élever des nouveaux messages, des nouvelles personnes, et vraiment juste changer en fait notre quotidien finalement. Et c'est ce qui fait que Prince des Villes aujourd'hui, quand on regarde, c'est encore une petite plateforme, mais les gens qu'on a réussi à avoir, c'est tous des gens qui sont fous, passionnés et qui... Et même si c'est des gens qu'on élève dans différentes villes, parce que ça, le principe, en fait, c'est des gens qui ont des histoires authentiques, qui sont des entrepreneurs, des créatifs, etc., mais qui ont été assez fous pour se lancer. Et même s'ils viennent de villes différentes, c'est des gens qui ont tous le même mindset et qui sont très égoïstes au départ, mais qui deviennent des personnes assez magiques et très inspirantes. Et donc, Criticos, tu fais partie de ces gens-là. Voilà. En tout cas, merci Margot pour ce très beau partage. Personnellement, j'espère que ça vous a édifié et que maintenant vous savez ce que vous avez à faire. Être généreux, être curieux aussi, c'est important. Et avoir la dalle surtout, je pense. Et avoir la dalle. Parce que comme elle a dit, le monde est méchant et le monde du travail c'est un monde de requins, donc il faut avoir les reins solides quoi.